Messieurs et dames, vous êtes sur Amstead Studio et vous regardez Édifie Plus qui reçoit aujourd'hui Monsieur Nkomo Van Laurent, administrateur civil en chef retraité, économiste et également anthropologue. En outre, vous êtes auteur de cet ouvrage, Comprendre autrement mon vote, apparu aux éditions L'Harmattan, préfacé par Grégoire Beyog, anthropologue, philosophe et égyptologue. Monsieur Miko, bonjour. Bonjour. Nous avons plein de questions à vous poser, parmi lesquelles nous allons débuter. Monsieur Miko, à chaque début de récit vote, les grands-mères, les diseurs de vote, font une sorte de prologue qu'ils appellent dans le jargon de vote et la vote. Qu'est-ce que est la vote? Oui. Vous avez bien fait de poser la question sur les vote, parce que la plupart des gens votent, assistent à des séances de vote pour suivre l'épopée, les guerres. En fait, la vote est encore plus important que l'épopée. On peut me dire les élangues, puisqu'il y en a de plusieurs sortes. Il y a un côté historique qui n'apparaît pas toujours dans tous les élangues. Mais la plupart des élangues, ce sont des maximes, des proverbes, des grands maîtres de maîtres. Ces maximes, ces proverbes ont été transmis et chaque maître du maître ajoute aussi du sien dans son élan. Le côté historique de l'élan n'est pas en ligne droite. C'est vraiment tantôt le maître en parle et puis il parle de lui-même. Il parle des proverbes, des maximes, et puis il les reprend le côté historique. Voilà. Donc, la première personne qui a essayé de raccorder tout ce qui concerne l'histoire, c'est Tirado Duto. Le père, en un mot, le père de l'anthropologie, on peut le dire, non? Oui, si tu veux, le grand frère de Daniel Assoumou-Duto, qui était aussi un grand anthropologue, en outre, il est auteur de cet ouvrage, et c'est sur la dynastie Karma. Oui. Alors, donc, vous continuez. Excusez-moi d'avoir interrompu, continuez. Maintenant, le côté historique qui est dans l'Arvette, malheureusement, n'est plus dit aujourd'hui par les joueurs de fait. Parce que si vous vous référez, moi je suivais les grands maîtres quand j'étais encore au lycée, les années 60, il y en avait vraiment de très grands. Ici à Oyen, le plus grand maître, c'est Zengema. On avait aussi des échos d'un autre grand maître qui était habitable, Edouard Guerre. On avait aussi des échos d'un grand maître. On le chantait même ici à Oyen, son nom et son nom. Et dans sa recherche, quand Assoumou-Duto a fait le tour du Gabon, de la Guinée équatorienne et du Cameroun pour rencontrer les grands maîtres de fête, il a trouvé ces sols. Il était déjà très vieux et un peu. De quelle nationalité? Guinée équatorienne. À l'époque, c'était encore non, c'est déjà indépendant. Guinée équatorienne. Je pense que c'est 68, non? À peu près, oui, 68. Donc, Assoumou-Duto a pu retrouver ces sols. Il était déjà retraité, vieux, il ne jouait plus le maître, mais il lui a quand même parlé de l'Arvette et d'autres choses. Voilà. Pourquoi les joueurs de maître maintenant ne parlent plus de ce côté de l'histoire? Je pense parce que ils ne s'y retrouvent pas. À mon avis, ils ne s'y retrouvent pas. Parce que la plupart des mots de cette Arvette étaient les mots du franc ancien. Ça paraît de la langue. Oui, or la langue a évolué, on n'utilise plus ce mot et ils n'y comprennent rien. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Or,
c'était l'histoire de la migration des peuples femmes qui étaient rappelés dans Elan. Ok, merci. Monsieur Moko, il est souvent dans les langues, je dis qu'il est souvent question des yo qui seraient au-dessus de toute chose, au fond de toute chose, qui serait à la base de toute chose. Qu'en est-il Eyo? Est-il le Dieu biblique? Le mot Eyo est prononcé pour la première fois par Jengem. Jengem était le maître, un grand maître. C'est toute une école. C'est cette école-là qui prononce le mot Eyo. Quand vous écoutez d'autres écoles de fait, le mot Eyo n'apparaît pas toujours. Qu'il s'agisse des récits des Guada ou des Sonogarango, des Guinée équatoriale, Eyo n'apparaît pas. Et c'est Jengema qui le premier a indiqué qu'il y a un esprit supérieur à tous les esprits qui a tout créé et tout est venu de lui. Il est au-dessus de tout. Il a engendré tout. Il a multiplié tout. C'est Eyo. Eyo donc, quand Jengima pousse plus loin sa réflexion, c'est une réflexion. Jengima a réfléchi. Et il dit que les hommes, qu'ils soient des blancs ou des noirs, on peut chercher et chercher, on ne trouvera jamais Eyo. Or, Dieu, c'est fait, c'est l'esprit. Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez. Donc, et il y a une petite nuance, enfin, une grande nuance entre Eyo, mais c'est quand même, il veut parler du Créateur. Oui, c'est toujours le Créateur. Mais en fait, quand vous réfléchissez bien, vous allez voir que c'est Zama qui est aussi Eyo. Zama Yemeba, mon père Zokomo, c'est lui qui est aussi Eyo. Excuse-moi de vous interrompre, mais je crois il est le Dieu de la terre, je crois, non? C'est ça, non? Il serait à l'origine de toute la vie sur terre, il serait le chef des êtres humains, il aurait créé l'être humain et la femme. Est-ce la même personne ou bien c'est deux entités différentes? Bon, tout d'abord, c'est dans le bec. Pour les besoins, à mon avis, de la migration, l'inventeur du bec qui devait guider les populations, Madonna, vers la contrée qui lui était indiquée dans sa vision, savait qu'il y aura beaucoup d'adversité. Les populations vont traverser et des obstacles naturels. Il voulait donc donner du courage à la population, leur donner de l'esprit d'aventure. Il va donc relater les combats d'un peuple imaginaire, appelé les Écans. En lutte. Le temps doté de super pouvoirs. Oui, doté de grands pouvoirs et très courageux. Et prêt toujours à combattre des adversaires tels qu'ils soient humains ou des monstres, etc. C'est cet esprit qui est donné au peuple migratoire qui va donc migrer, quitter les bords d'Ingura pour aller vers Maumenen, là où le soleil touche l'eau. En tout cas, c'est ce qui est relaté dans le Bible. Donc, c'est à ce moment-là qu'apparaît que ce peuple immortel et très courageux, inventé, imaginé par l'inventeur du peuple Yonada, ce peuple a une divinité tutélaire appelée Karmaba. Et ce peuple est opposé, à ce peuple sont opposés tous les autres peuples, n'est-ce pas, qui n'ont pas
l'immortalité. Et ces autres peuples ont un Dieu, une divinité, pas un Dieu, une divinité tutélaire appelée Ndonga. Donc, Oyonada détache cette imagination de nous autres qui sommes la réalité. Nous sommes la réalité, nous sommes créés par Zam. Voilà, c'est Zam. Donc, il faut faire la différence entre l'imaginaire de Yonada qui va créer un ensemble d'épopées et il imagine donc un peuple immortel, Ngon, qui a comme divinité titulaire Karamabara, en lutte contre l'autre peuple qui l'entoure et qui ont comme divinité titulaire Domabara. Il y a donc l'imaginaire et maintenant vous avez la réalité. La réalité, c'est Zam. Et la réalité, c'est nous. C'est la terre, c'est l'univers, c'est nous. Et nous avons été créés par Zam. Zamaïba. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de Yonada, qui on aurait fait la révélation. Qui était-il? D'après l'Onvet, d'après le compteur d'Onvet, parce qu'il faut voir ce qu'il y a de spécifique en fait, c'est que toujours l'Onvet dit que j'ai vu comme maître tel, ce maître tel a eu comme maître tel, ce maître a eu comme maître tel, ce maître a eu comme maître tel. Au retour, tous aboutissent à Oyonada. Ils disent que celui qui a inventé le Vêt et qui l'a transmis au peuple et d'autres qui parlent la même langue. Donc, Oyonada, qui est-il? D'après les conteurs du Vêt, c'est Oyonada qui a guidé les peuples femmes. À l'époque, il ne s'appelait pas encore femme, disons. Oui, c'est lui qui a guidé ces peuples lors de la migration. Oyonada est fils de Okome Eka, fille de Ekarone, à Egon. Egon, le peuple, c'était 3 ans. Ekarone, lui, il a fait beaucoup d'enfants. Au moins une dizaine. On connaît le nom d'une dizaine. 9 garçons et une fille. Cette fille s'appelait Okomekan. Okomekan n'est pas allé en mariage. Okomekan était une grande demoiselle. C'est pour ça qu'on l'a surnommée Adangwan. Adangwan, qui est Ngwan, c'est-à-dire la grande demoiselle. Et son premier garçon qu'elle a fait avec un certain Bufugosi, de Queen, son premier garçon s'appelait Oyonade. Vous me suivez? Oyonade, son vrai nom, donc Oyono Okom Eka. Et Oyono, c'est un oncle de Okomeka. Il y a Oyoneka. Donc Okomeka donne à son premier garçon le nom de son oncle, Oyoneka. Et voilà. Donc Oyono Ade, en réalité, c'est Oyono Okomeka. Voilà. C'est ce Oyo qui va donc amener l'art du Vêt au peuple et qui va les guider pendant leur migration. Alors, le Vêt raconte que Oyonada était un grand combattant, un grand guerrier, mais très croyant. Il était très croyant. À la veille de chaque guerre, il s'est retiré d'abord pour prier Dieu. Et voilà qu'un jour, il tombe sans connaissance. Pendant 2, 3, 4 jours, on ne peut pas l'enterrer. On voit qu'il est vivant, et il reste, mais il est sans connaissance. Quand il se réveille, il va raconter qu'il a eu une vision. Quelqu'un lui parlait. C'est ce quelqu'un-là, n'est-ce pas? Chacun va lui donner le nom de Eyo. Mais lui, il n'a pas dit Eyo. Il n'a pas dit, il a entendu une voix. Quelqu'un lui a dit de ne pas diriger les populations vers le nord, d'aller vers plutôt du côté de Dunozok en Venobam. Du côté en Venobam, c'est l'ouest.
là où le soleil se couche. Jusqu'à l'est, dans le bête, c'est Nkrumah-Mignon. Et Nkrumah-Mignon est Combine. Quand vous voulez vous situer dans le bête par rapport à ce qui est dit dans le bête, regardez du côté où le soleil se lève, là-bas est situé Nkrumah-Mignon et Combine. Et à votre gauche, là où le soleil se couche, c'est Edounoujok environnement. Et vous allez avoir un peu face à vous, et vous allez avoir du côté du nord, Eton à Bandik, Mokomongol. Et vers le sud, Ngong. C'est comme ça que c'est décrit dans le sud. Vers le sud, c'est Ngong. Nous disons sud, mais le terme employé dans le bête n'est pas sud. Dans le bête, le terme employé, c'est en aval. Ngong se situe en aval. Les autres peuples sont en amont. Vous voyez? Je vais sur oui, j'avais demandé à un maître, aucun bel fidèle, parce que moi, quand je vous parle du maître, parce que j'avais interrogé des grands maîtres, mes références sont qui? J'ai eu à discuter, à poser des questions, aucun bel fidèle, qui était lui-même élève de Djengema. J'ai eu à poser des questions à Maître Ibarbindong. Tous sont morts aujourd'hui. Il était lui-même élève de Djengema. Parce que quand j'étais encore jeune, je ne pouvais pas assister au séance d'un maître de Djengema. Il y avait tellement de monde quand Djengema se produisait. Et puis il parlait un français tellement pur que nous, on ne pouvait pas comprendre. Et c'était vraiment... la guerre, ce n'était pas un truc aussi plaisant que celui de Vomécor, par exemple. Oui, et c'était un fait vraiment de guerre. C'est pour ça qu'on avait l'habitude d'appeler ce style pardon, Angwanemana au Komeka. Oui, Angwanemana. Donc, voilà donc d'où viennent mes informations. Et aucun fidèle, qu'on appelle généralement Babouyou aussi, m'avait dit que Nkrumah-Mignon et Combine désignent une grande région dominée par deux chaînes de montagnes. Nkrumah-Mignon, deux chaînes de montagnes. Et au milieu, il y a une vallée qu'on appelle Combine. C'est voilà comment il m'avait décrit Nkrumah-Mignon et Combine. C'est un pays dominé par deux grandes chaînes de montagnes, Nkrumah-Mignon, et au milieu, la vallée est Combine. C'est ça, Nkrumah-Mignon et Combine. Ce pays se situe au niveau du soleil, à l'est. Est l'Éthiopie, est faites la recherche. Cherchez et vous trouverez. Oui. Merci, M. Miko. Oui. La dernière question, elle porte sur Ngong. Attends, pardon. Il faut vous préciser la vision de... Oui. Donc, Honorade, quand il se réveille, il va raconter qu'il a eu une vision. Il a entendu une voix qui lui a parlé. Et cette voix disait d'aller du côté de Edounoujok environnement, n'est-ce pas? Ils auront à traverser des contrées difficiles. Et ensuite, il a vu des choses. Parce que la voix lui disait, vous partez pendant la saison où apparaît la constellation Tolo. Vous allez suivre la constellation Tolo. Et puis la voix dit, c'est-à-dire, regarde, le commencement. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Regarde, il voit une boule, une petite boule couleur de cuivre qui explose. Et ça donne des grands nuages de poussière et de gaz. Ces nuages de poussière et de gaz s'agglomèrent et ça donne des espaces, des grands espaces. À la suite de quoi apparaît la voûte céleste. On parlera de cela prochainement.
Réalité. Oui. À mon avis, au départ, Ngon devait être une réalité. Ça n'engage que moi. Que toute cette description d'Ngon, vraiment, ça me paraît un peu difficile que ce soit inventé comme ça par une personne. Ça a dû être, à un moment donné, une réalité. Mais après, cette réalité a été embellie et est devenue aujourd'hui un mythe. Puisque ce Ngon, actuellement, on nous dit qu'il existe toujours. Qu'Ngon existe. Vu la discussion que vous avez faite sur votre fidèle, comme vous l'avez dit, j'ai l'impression que c'est toujours. Puisqu'ils sont immortels. Ils existent toujours. Moi, dans ce sens que les héros sont immortels. C'est immortel. Parce que, tiens, dans le mythe lui-même, quand il parlait d'immortalité, il revenait plutôt à l'intérieur de chaque individu. C'est là donc qu'il y a l'immortalité. Il n'a pas l'impression d'un peuple qui serait quelque part, qui serait immortel. Mais les joueurs de bêtes racontent les faits du monde actuel, de notre société, n'est-ce pas? Ils mettent ces faits dans le monde imaginaire. Conceptualise. Voilà, oui. Donc le fait est actuel. Les questions qui sont traitées dans le fait sont les questions de la société actuelle. Et on les met comme si le peuple des Ngon qui était face à ces questions-là. Étant donné que Ngon nous donne l'image d'un peuple uni, d'un peuple prospère, d'un peuple incorruptible. Comment les questions sont traitées par ces dirigeants absolument incorruptibles. Voilà ce qui est dit à Ngon. Ngon était un État. C'est une cité-État. Au départ, qui a créé Ngon? En réalité, le père d'Akomamba, Mba Ibine Kakoma, c'est lui qui avait créé un village qui s'appelait Ngon. Quand ses frères sont venus, bon, ça, à un autre moment on en parlera. Quand ses frères sont venus à côté de lui, chacun a créé son village avec son nom. Ben, apparemment, tous ces noms, toutes ces contrées a pris le nom de Ngon. C'est-à-dire là où Mba habite. N'est-ce pas? C'est là Ngon. Maintenant, au départ, tous ces villages ne s'appelaient pas Ngon. Mais actuellement, tous ces villages, environnement, les descendants des Kananais, tout cela constitue Ngon. Ils se sont multipliés entre-temps. Et Mba est déjà mort, n'est-ce pas? Et son premier garçon, c'est Akomamba. Et les autres aussi. Leurs ancêtres sont morts aussi. Mais toute cette contrée qui est absolument une cité-État, c'est une cité-État, c'est ça, Ngon, là où n'a pas pu porter un bain. C'est comme ça que c'est. Merci beaucoup. Monsieur Meko, nous avons reçu chez vous. Vous pouvez dire un mot pour conclure? Eh bien, d'abord, je dois vous dire que le livre que vous avez présenté tout à l'heure, j'ai écrit à matin pour leur dire qu'il y a beaucoup d'erreurs quand ils ont écrit le fait. D'abord, je vais le reprendre. Et je suis en train de le reprendre, où j'explique mieux ce qui est dit dans le maître, où j'explique mieux ce que Oyonada a cru voir et a cru voir comme esprit. En réalité, il s'agit des constellations qu'il devait suivre pour arriver à la grande forêt qui borde la grande mer. Voilà. Je l'explique dans le livre qui va paraître bientôt. Merci, monsieur Michel. Vous êtes sur ANSET Studio et vous regardez Défi Plus. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, bien sûr, et surtout sur Facebook à travers notre page ANSET. La semaine prochaine, merci.